Alors, last but not least, ça je crois qu'il faut le dire, pour ceux d'entre vous qui étaient aux assises hospitalo-universitaires l'année dernière, vous avez bien compris qu'il y a une alternance. Chaque événement est biennal. Il y a des états généraux tous les 2 ans, et il y a des assises hospitalo-universitaires tous les 2 ans, ce qui fait qu'il se passe quelque chose tous les ans. Les états généraux, c'est la conférence nationale des doyens de médecine en association avec les autres. Et les assises, c'est plus large puisqu'on a là, en plus des conférences de doyens, les directeurs généraux de CHU, les présidents de CME de CHU, etc. Et nous avions en décembre dernier à Versailles assisté donc aux assises HU et des promesses sur le statut HU ont été faites. Et notre président va évaluer finalement les réponses et les promesses, la réalisation, la concrétisation des promesses qui avaient été faites à cette occasion. Merci Philippe. Chers collègues, chers amis, merci d'être restés jusqu'à la fin pour avoir le courage de m'écouter encore un petit peu. Effectivement, des promesses ont été faites aux assises que nous avions mis sous l'objectif de quel modèle hospitalo-universitaire pour demain. Et donc, quand on parle de modèle hospitalo-universitaire, eh bien, il faut évidemment parler de ressources humaines. Et alors, quelle est la situation actuellement ? Vous voyez qu'il y a 6289 hospitalo-universitaires en position d'activité dans nos différents établissements, avec, depuis 2016, plutôt une baisse en rouge des MCU et une très discrète augmentation des PU, PH, sachant en comparaison que les praticiens hospitaliers, depuis 10 ans, ont une augmentation annuelle de 1,5% en termes de nombre, et que si on avait une échelle de temps plus importante, on verrait qu'il n'y a pas eu d'augmentation du nombre d'enseignants hospitalo-universitaires. Donc 6289 hospitalo-universitaires, et sur la pyramide des âges que vous avez à gauche, eh bien, vous constatez évidemment qu'il y a une très grande disproportion entre les hommes et les femmes, je dirais malheureusement, puisqu'en vert, les hommes sont bien plus nombreux, notamment vers le haut de la pyramide. Et si on regarde la proportion des médecins, des pharmaciens et des dentistes, eh bien, pour les MCU-PH, les médecins représentent 72% de ce corps professionnel. Et pour les PU-PH, 92%, c'est la partie orange des colonnes. Et donc, les médecins sont très, très majoritaires. Si on s'intéresse plus spécifiquement à la médecine, nous sommes 5420 hospitalo-universitaires en janvier 2024, avec là encore une majorité d'hommes, c'est la partie verte de cette pyramide des âges. Pour les PU. Pour les MCU, je vais vous demander de vous intéresser à cette pyramide à votre droite. Et eh bien, on constate qu'il y a 51% de femmes, donc globalement un équilibre, mais qui n'est pas vrai tout au long de la carrière, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans le bas, dans la tranche des 35-45 ans, et puis qu'il y en a moins après, tout simplement parce qu'ils sont plus souvent nommés PU. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que si on considère que le passage par MCU est souvent un passage et que ça va être finalement un vivier qui va permettre d'alimenter le corps des PU-PH, eh bien, quand on fait la somme des tranches d'âge 35-45 ans, on arrive à 710 MCU, alors que si on regarde la tranche d'âge des 60-64 ans pour les PU, ils sont 980 qui partiront bientôt à la retraite. Et si on prend ceux qui ont plus de 65 ans, eh bien, on est à 1408 PU. Et donc, on voit bien qu'on ne va pas renouveler ce corps professionnel qui va donc s'appauvrir. Certes, on peut très bien être PU-PH sans être passé par la case MCU-PH, mais quand même, c'est la grande majorité d'entre eux. Quelques-uns, bien sûr, brillantissimes, feront CCA-PU, quelques autres passeront par la case PHU ou PH, mais malgré tout, on voit bien qu'on est en grand danger d'appauvrissement du nombre d'enseignants, chercheurs titulaires, professeurs. Et c'est évidemment une difficulté qui s'aggrave si on regarde le fait que nos études sont
très féminisé à l'heure actuelle, puisque il y a plus de 65 à 70% de jeunes femmes dans nos études et qu'elles sont minoritaires, on l'a vu. Et quand on regarde par discipline, c'est pareil. Quelques disciplines arrivent à avoir un taux de féminisation proche de 50%, mais il va falloir qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans l'avenir. Et donc, c'est un point majeur. Si on n'y arrive pas, eh bien, ça va s'appauvrir encore plus vite. Et donc, nous avons une crise démographique qui est clairement identifiée. Et c'est un message que je serine depuis quelques mois, quelques années aux politiques. Plus d'hospitalo-universitaires, c'est plus de CHU à terme. Et donc, c'est le modèle de la santé en France qui pourrait être remis en cause. Donc, il faut savoir si on veut continuer ce modèle, le renforcer, le dynamiser. Il a permis à la médecine française d'être ce qu'elle était il y a quelques années, ce qu'elle est encore, je l'espère, c'est-à-dire une médecine de très bonne qualité. Le modèle HU a permis de garder les meilleurs à l'hôpital. Si on n'y prend pas garde, eh bien, on aura un modèle qui ne sera plus le même. Et donc, avec Didier Samuel, puis avec Bruno Rioux, on porte ce message depuis plus de 2 ans maintenant auprès des ministères. Et au décours de la crise Covid, le ministère a compris qu'il fallait quand même bouger un petit peu. Et donc, à côté du Ségur pour les PH, il y a eu le Ségur pour les HU. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de nous dire qu'ils ne nous oubliaient pas. Il faut dire que les PH, c'est 45 000 praticiens versus moins de 6 000 pour les hospitaliers universitaires médecins. Donc le poids est probablement pas le même au niveau du ministère. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont proposé un certain nombre de choses. D'abord, le même statut pour tout le monde, médecin, pharmacien, dentiste. Ça, c'est pas vraiment une cause d'attractivité. Ils ont revalorisé en 2021 nos émoluments, on va dire modérément. Ils ont augmenté la participation du CHU sur la retraite, mais on verra que c'est un problème qui est réglé. Ils ont peut-être un peu clarifié le régime des droits à congé, qui s'élève à 5 semaines plus 2 semaines de congé pour formation sans justificatif, donc 7 semaines. Création d'une prime d'enseignement supérieur de recherche, la PSR. La PESR, c'est vraiment une nouveauté intéressante parce qu'elle compense ce qui a été fait pour les mono-appartements universitaires qui avaient la RIPEC, qui ont la RIPEC, qui est une prime assez complexe en termes d'attribution, mais qui est réelle. Et donc, ils ont distribué une prime à la main des doyens pour les HU, prime qui progressivement prend de l'ampleur et pourrait atteindre 2 400 € en 2027 par an. Et puis, la prise en compte des mobilités précoces est effectivement quelque chose qui est intéressant. Mais malgré ces mesures de 2021, la situation est toujours préoccupante. On a fait l'enquête au niveau de la conférence des doyens. 13% des postes de CCA, de CCUH n'étaient pas en première intention occupés et après redistribution par les doyens, vous voyez que depuis 2 ans, on a 6 puis 5% de postes vacants, ce qui est du jamais vu. Et ceux de ma génération le savent bien, on se battait pour être chef de clinique. À l'heure actuelle, on demande aux jeunes, est-ce que tu ne voudrais pas quand même prendre le poste qui est vacant, s'il te plaît? Et donc, c'est très, très préoccupant. C'est très préoccupant parce que c'est l'entrée dans la carrière hospitalo-universitaire et c'est parmi les chefs de clinique qu'on sélectionnera ceux qui vont poursuivre dans la carrière. Et donc, si on assèche le vivier au départ, évidemment, on n'arrivera pas à promouvoir des jeunes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à court terme, dans certaines disciplines, et je ne citerai pas des petites disciplines, comme la dermatologie, comme l'anatomopathologie, et plus d'anapath, ça veut dire plus de chirurgie cancérologique, comme aussi la chirurgie pédiatrique. Eh bien, dans quelques années, il n'y aura plus d'enseignants. Quand le patron sera parti à la retraite, derrière lui, il n'y aura personne pour prendre la relève. Et ça veut dire qu'il n'y aura plus d'enseignement, et ça veut dire que forcément, ça va involuer. Ça veut dire que dans quelques mois, quelques années, il faudra, Sabine, envoyer tous les enfants se faire opérer à Necker, parce qu'il n'y aura plus que là qui aura la possibilité d'opérer des gamins. C'est quand même une difficulté. Et puis pour les HU nommés, eh bien, on constate qu'il y a un nombre qui augmente de mise en délégation, de mise en disponibilité, de mise en mission temporaire et finalement de départ
de collègues qui ont un poste de titulaire et qui vont finalement le quitter. Et c'est parfaitement identifié sur cette publication où vous voyez entre 2016 et 2021 l'augmentation importante qui monte à 30% de MCU qui quittent le statut. Et donc là aussi, on épuise, on assèche le vivier. C'est un petit peu moins vrai pour les PU, mais attention, 5% de PU sur des facultés comme la mienne où il y a 80 PU, ça compte. Hein, ça compte, et alors pour une discipline, ça peut être la catastrophe. Et donc, il y a un vrai sujet pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et puis, on constate aussi que les hospitalo-universitaires ne vont pas très bien. C'est l'enquête APHU qui a été publiée dans le JAMA Network et qui montre que eh bien, la santé mentale de nos collègues n'est pas au beau fixe. Et donc, quelle explication on peut donner à cette situation? Probablement l'augmentation des charges pédagogiques, encore que c'est passionnant la pédagogie, mais l'augmentation massive du nombre d'étudiants à former est une complexité pour les enseignants. Et avec les contacts que j'ai actuellement avec les ministères, je peux vous dire qu'on n'est pas parti pour une diminution du nombre d'étudiants à former, très clairement plutôt vers une augmentation. C'est la complexité et la lourdeur des réformes pédagogiques qu'il a fallu absorber dans un délai très court. En 5 ans, on a modifié toutes les études. On n'a pas attendu qu'il y ait l'accès du premier cycle, puis le deuxième, puis le troisième. Non, on a tout fait en même temps. Évidemment, ça augmente la complexité. S'y rajoute l'universitarisation des professions paramédicales qui alourdit la charge, l'absence de sanctuarisation du temps recherche, alors que c'est une demande très très claire des jeunes qui souhaitent se lancer dans la carrière, c'est d'avoir un temps dédié pour faire leur activité de recherche, ce qui est associé à une charge clinique très souvent débordante, mais et avec raison, la société a bougé et les jeunes ne feront pas ce que les plus anciens ont fait, c'est-à-dire écrire leur papier le soir après 22 heures et le week-end. Et donc c'est une difficulté. Des fonctions managériales souvent très lourdes, avec un déficit de formation spécifique. L'impression, qui est peut-être une réalité, d'être les grands oubliés du Ségur, et finalement un statut qui est quasi figé depuis 1958, qui n'a pas été modernisé et qui n'est pas adapté aux jeunes du XXIe siècle. S'y rajoute une perte du pouvoir d'achat de 20% en 30 ans, et donc ces carrières ne font plus ou moins rêver les jeunes générations. Vous avez ici l'étude qui a été faite par les directeurs de CHU, qui, il faut le dire, sont nos grands alliés dans ce sujet, parce qu'ils ont tout à fait compris que s'il n'y avait plus d'HU, il n'y aurait plus de CHU, et eux, comme ils se vivent comme les directeurs, les seigneurs des directeurs, eh ben, ils n'ont pas du tout envie que les CHU disparaissent. Et donc, ils ont mené une enquête qui montre que le pouvoir d'achat en euros constants a diminué de 20% pour les PU et de 10% pour les MCU en 30 ans. Voilà, il y a un problème de revalorisation que les PH ont su faire valoir, que nous, on n'a pas su faire valoir. Alors, ayant fait ce constat-là, on arrive aux assises HU de décembre dernier, où on a pu bénéficier de l'intervention des 2 ministres, Mme Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, et M. Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. Et j'ai pu reprendre leurs discours respectifs pour aller y puiser les promesses. Et donc les promesses, c'était l'évolution du statut des enseignants-chercheurs mono-appartenants, notamment des sections 90, 91, 92, vers bi-appartenants. C'était annoncé pour l'automne, ce n'est pas encore fait. C'est absolument nécessaire si on veut accompagner ces nouvelles disciplines dans leur universitarisation. J'en ai encore reparlé là hier avec les conseillers de Matignon et c'est promis, mais ce n'est pas fait. La rénovation du statut des CCUH pour Sylvie Retailleau était une nécessité. Elle parlait même de choc d'attractivité. Elle nous l'avait promis pour le juillet dernier, mais avec la dissolution du gouvernement, ça ne s'est pas fait. Et Aurélien Rousseau, lui, parlait de façon plus globale d'une modernisation des statuts HU titulaires, mais aussi des CCA. On verra qu'il y a eu des petites choses qui ont bougé quand même pour les titulaires. La relecture de la R1C, de la réforme d'accès, a été promise par Sylvie Retailleau. Vous avez entendu notre nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, et il est d'accord pour qu'on la relise. Il va falloir que ça avance.
La réforme du troisième cycle des études en pharmacie, troisième cycle d'études de pharmacie en odontologie et la mise en place d'un troisième cycle en maïeutique, je crois que c'est en cours. En tout cas, ça avance. Et la contractualisation par service des 3 missions hospitalo-universitaires, c'est un engagement qu'on va revoir. La création de l'Agence nationale de programmation de la recherche médicale, c'est fait. La politique de site, c'est à nous de la mettre en place. L'augmentation du nombre d'emplois HU dans le cadre du Ségur, c'est un engagement à l'époque des 2 ministres. Il y a eu des petites choses qui ont été faites, mais très clairement, le robinet se serre. La révision des effectifs qui ont été à défendre tous les doyens là au mois d'octobre a été difficile. Les conseillers nous ont fait bien comprendre qu'il y aurait des créations, on va dire, au compte-gouttes. Et les créations sont happées par les nouvelles formations universitaires, maïeutique, kiné, et puis infirmier, et puis par les ouvertures de nouvelles formations, deuxième cycle à La Réunion et en Guyane, et puis un nouveau CHU à Orléans qui nous pompe 45 enseignants. Et donc ça, c'est évidemment pris sur les forces vives des CHU existants. Et donc, les quelques augmentations qui ont été faites, on va dire, sont au compte-gouttes. L'universitarisation des territoires, c'est un sujet majeur pour les ministères. C'est un bras de levier important qu'il nous faut utiliser. Les UFR Santé doivent s'ouvrir sur leur territoire pour permettre la formation dans de bonnes conditions des jeunes médecins, mais aussi irriguer ces territoires. Et puis finalement, ils ont validé les 10 propositions que nous avions faites pour les assises, que je vous ai mis à l'écran. La contractualisation au niveau du service sur la durée de la carrière de l'exercice des 3 missions, favoriser une formation au management de la gestion et la gestion de projet, rénover le statut des CCA, ouvrir une concertation sur la modernisation et la revalorisation du statut HU, créer 1000 postes, et donc ils avaient dit oui, créer 1000 postes d'HU, dont 800 pour la médecine. On considérait que c'était le rattrapage nécessaire pour restaurer un équilibre satisfaisant, un ratio satisfaisant enseignant-enseigné. Parce qu'à force d'augmenter le nombre d'étudiants, il faut quand même avoir quelques enseignants à côté. Et même si nos étudiants viennent moins en cours, il faut quand même qu'on s'en occupe. Permettre aux collectivités territoriales de financer des postes HU, ça ce n'est pas acquis du tout. Décliner un modèle d'universitarisation des territoires, ça avance. Créer une cohérence et une dynamique nouvelle pour un accord cadre national et des contrats de site sur la recherche en santé, ça avance probablement. Et générer un intéressement par service à la croissance des crédits recherche, ça avance. Parce que je viens de voir passer une note des DG qui ont enfin compris que les MIGAC générés par les points SIGAPS ne pouvaient pas repartir dans le déficit des CHU entièrement et qu'il fallait en remettre vers les équipes qui font de la recherche. Probablement qu'on va avoir une amélioration. J'espère qu'elle sera substantielle. Alors, ce qui a changé maintenant, c'est la mise en place d'une retraite sur les émoluments hospitaliers dans le cadre de la loi Valtou à partir de septembre 2024, c'est-à-dire septembre il y a 2 mois, et c'est fait parce que tous les HU ont vu leur feuille de paye diminuer de ce prélèvement pour la retraite. Alors, c'est quand même une avancée historique, c'était une grande anomalie, c'est-à-dire qu'on était une profession qui avait une retraite extrêmement basse par rapport à son revenu et très inférieure aux praticiens hospitaliers parce qu'on n'émargeait que sur 50% de nos revenus. C'est une avancée historique, le pied a été mis dans la porte. Je pense que ça peut encore s'améliorer. C'est la place maintenant des syndicats de défendre des participations plus importantes de nos employeurs, etc. Mais c'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un jeune qui est nommé PUPH à 40 ans, il aura, en plus de sa retraite universitaire, une retraite hospitalière de 1 900 à 2 000 euros qui va venir en surplus. C'est une vraie avancée et ça correspond à quelque chose de substantiel. Mais pour moi, je ne parle pas de Philippe, qui est un petit peu plus vieux, mais pour moi, ça n'a évidemment pas beaucoup de sens. Parce qu'on va me prélever, ça peut en avoir un, mais vous allez voir. On va me prélever une certaine somme qui est en gros 250 euros par mois. Et j'ai fait le calcul, je vais toucher à ma retraite 170 euros par mois sur ce que j'aurais cotisé. Et donc, les jeunes, prenez soin de vos anciens, parce qu'il faut qu'ils vivent suffisamment longtemps pour bénéficier de cet avantage qui est cette retraite sur nos atouts, sur nos émoluments hospitaliers. Mais c'est une avancée massive, majeure, et c'est une bonne chose pour les jeunes.
Il y a un décret qui vient de sortir le 16 octobre dernier et qui a enfin acté la possibilité de temps partiel pour convenance personnelle. Convenance personnelle, ce n'est pas convenance de droit, parce qu'on avait déjà droit à du temps partiel pour convenance de droit, mais c'est vraiment pour convenance personnelle, à l'instar de ce que peut faire un praticien hospitalier. Et je ne suis pas sûr que tous les HU vont en profiter, mais enfin clairement, ça veut dire que par période de la vie, en fonction des contraintes, eh bien, peut-être au début pour les enfants, j'en sais rien, peut-être plus tard parce qu'on est fatigué, eh bien, on pourra se mettre à 80%, on pourra diminuer son temps de travail. En tout cas, cette possibilité existe, elle n'existait pas jusque-là. Autre avancée importante, la possibilité de 2 ans de mise en mission temporaire tous les 8 ans d'exercice, c'est-à-dire la possibilité d'être financé H et U, c'est-à-dire de garder son plein salaire pendant une mobilité. Et cette possibilité peut se faire par anticipation. Et ça veut dire qu'un chef de clinique, qu'un maître de conférence, peut partir en mobilité en gardant son salaire. Eh bien, c'est une vraie avancée qui était difficile à mettre en œuvre et qui maintenant est obtenue. Et donc, ça va être plus simple pour les jeunes, je pense, de partir en mobilité. Le reclassement dans la carrière en tenant compte de l'ancienneté obtenue dans les statuts contractuels est maintenant aussi acquis. Et donc, on débute à un échelon plus élevé quand on a eu un temps de CCA, de PHU plus prolongé. Et puis, la validation des mobilités recherche est possible. À une époque, on nous expliquait qu'il fallait partir au bout du monde, ou au moins partir dans un autre CHU pour être validé de sa mobilité. Et bien maintenant, si vous travaillez à plein temps dans l'équipe INSERM qui est de l'autre côté de la rue, et si votre directeur d'équipe vous dit « oui, je confirme que monsieur ou madame Intel a bien travaillé 1 an chez moi », et même si vous prenez des gardes au CHU de l'autre côté de la rue, ça sera bon pour la mobilité. L'augmentation des années recherche pour les internes est une réalité depuis cette année, et c'est bien, parce que plus on aura des jeunes qui se formeront à la recherche, plus on aura des jeunes qui se lanceront dans un clinica, plus on aura des jeunes qui se lanceront dans la carrière. Et puis la formation au management est en train de se déployer, je crois, vraiment de plus en plus. Ce qui va changer pour le statut, peut-être ce que nous espérons, ce que nous défendons en tout cas, c'est la relecture et la modernisation du statut des CCA. On a fait des propositions très précises qui ont été instruites par les cabinets, par la DGOS et la DGZIP. Je viens d'en parler au ministre de l'Enseignement supérieur. J'en parle la semaine prochaine à la ministre de la Santé. Je ne doute pas qu'elle sera d'accord. Mais il faut qu'une décision soit prise. Et voilà, on l'espère et j'ai bon espoir que ce soit pour les mois qui viennent. La réalisation de la triple mission en équipe universitaire et de façon étagée dans la carrière, c'est quelque chose qui fait son chemin, mais qui n'est pas encore acté. Comment l'acter? Est-ce qu'il faut une contractualisation? Je n'en sais rien, mais c'est possible parce qu'on voit bien que sinon, eh bien, en fonction des équipes, très vite, le jeune HU, il se retrouve à faire un 100% clinique et un 100% recherche à côté. Vous l'avez compris, les jeunes, je crois que le problème est pas mal avancé pour vous. Voilà, vous avez une mobilité qui va être financée, vous allez avoir une retraite, vous allez pouvoir avoir un échelon dans l'entrée dans la carrière qui sera plus élevé si vous avez eu des temps de contractuels plus longs. Mais la génération un peu oubliée, c'est celle des 50, 55 ans, 60 ans, 65 ans. Et pourtant, c'est quand même eux qui tiennent les équipes actuellement. Et il se trouve que le salaire hospitalier plafonne au 5e échelon pour les HU, alors qu'il monte au 13e échelon pour les PH. Et il plafonne au 5e échelon après 12 ans. C'est-à-dire que si on est nommé à 40 ans, à 52 ans, on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait gagner à l'hôpital, alors qu'on est en plein essor de sa carrière, qu'on est en train de prendre des responsabilités, qu'on devient chef de pôle, qu'on dirige une équipe de recherche, qu'on est en train de s'investir dans les différentes commissions. Je veux dire, c'est unique dans la carrière à ce niveau de responsabilité. Et donc, ça nous paraît très, très inacceptable. Et donc, on porte réellement une demande d'augmentation des échelons. On a fait même la simulation financière, qui n'est pas énorme, parce qu'on n'est pas très nombreux, ça ne coûte pas très cher à l'État. Je veux dire, ça sera dans l'épaisseur du trait de crayon. Et ça sera un symbole très fort
que de nous donner 3 échelons supplémentaires qui viendraient compenser les prélèvements qui sont faits pour notre retraite et nous permettre de monter un petit peu, notamment en fin de carrière, alors qu'on prend des responsabilités. C'est vraiment en négociation. J'aimerais bien que les syndicats nous aident, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le travail des doyens, mais pour l'instant, on le porte. L'augmentation des possibilités de promotion universitaire durant la carrière, ça c'est l'autre côté. On vient de parler de la partie H. Sur la partie U, eh bien, on a la possibilité, pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers avec ça, on commence 2e classe et puis on repasse au CNU pour passer 1re classe, puis classe exceptionnelle, et c'est une pyramide. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et la demande qu'on fait, c'est que, notamment pour passer en 1re classe, le goulot soit moins étroit, qu'il y ait plus de possibilités. C'est côté MESR, le ministre a été sensible à cette demande, autant que la mise en place serait financièrement coûteuse, pas tout de suite. Il faut qu'il y ait une décision politique. Ce qu'on a obtenu cette année pour l'instant, c'est simplement une non-diminution des promotions. Alors, ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce que ce n'est pas très motivant. Enfin, on nous a dit qu'on a eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu de diminution des promotions. Et puis, l'augmentation du nombre de HU ouverts au recrutement, c'est une nécessité, aussi bien pour les titulaires que pour les contractuels, et notamment pour le statut de PHU, parce que c'est rare qu'on puisse être avec un dossier prêt à la fin de son clinica, et on a besoin de ce statut intermédiaire qu'est le poste de PHU pour pouvoir aller chercher un poste de MCU ou de PU derrière. Et actuellement, les doyens font des pieds et des mains, ils sont obligés de consacrer, de diminuer leur nombre de postes de CCA pour financer ces postes de HU. Ce n'est pas très normal. Et donc, on demande l'ouverture de plus de postes. J'espère qu'on sera entendu. Vous voyez, il reste encore un peu du boulot, mais très honnêtement, ce sont des carrières professionnelles magnifiques qui méritent toute notre attention, ce d'autant que c'est réellement le modèle des CHU et donc de la médecine française qui est en question. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Benoît. Je me plais à voir qu'il y a encore dans la salle beaucoup d'étudiants, de jeunes. Et je pense que tu les as convaincus. Je ferai le pari volontiers que la plupart d'entre eux, après cette conférence, vont faire le choix d'un statut HU et je vous en félicite par avance. En tout cas, c'est pour vous que je le fais, je peux vous dire. Bon, on va peut-être pas trop discuter là, je crois que ça appelle pas trop, il est un peu tard. Donc merci encore Benoît pour cette conférence. Alors, je pense qu'elle illustre bien, à mon avis, ce qui s'est passé pendant ces États généraux. On a entendu beaucoup d'informations. Je crois que moi, j'ai appris énormément de choses pendant ces États généraux. Je pense aussi que ça nous a ouvert sur des champs avec lesquels on n'est pas toujours familier. Et donc voilà, j'espère que vous en avez tiré profit, que vous allez repartir dans vos facultés respectives, dans vos services respectifs, dans vos études respectives, avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça a été un plaisir de vous avoir. On va vous souhaiter un excellent retour et vous donner rendez-vous dans une ville que la conférence des doyens déterminera bientôt, je pense, puisque vous savez que donc la tradition, c'est 2 fois de suite au même endroit. C'était la seconde fois, dans une ville donc qui vous sera connue dans un avenir, je dirais, à relativement court terme, et devenir aussi nombreux et de participer autant. Je remercie vraiment tous les orateurs. J'ai été assailli de compliments sur le niveau des présentations et je dois dire qu'effectivement, j'ai trouvé que tous les orateurs avaient fait des efforts extraordinaires pour faire des présentations de très haut niveau. Et donc, je les remercie en votre nom. Bon retour, à la prochaine fois. Merci.